La revue L'Architecture suisse paraît pour la première fois en juillet 1912. Elle a une couverture orange un peu terne sur laquelle est imprimé en bordeaux le dessin d'une maison bourgeoise à 2 étages. Il y a un arbre sans feuilles sur la gauche de la maison et devant un portail entrouvert qui nous invite à entrer. Lorsqu'on ouvre le tout premier numéro de cette revue, on tombe immédiatement sur l'avis au lecteur dans lequel le docteur en philosophie et l'architecte Camille Martin nous explique que ce bimensuel est édité par la Fédération des architectes suisses. Les objectifs sont rapidement posés. Cherchant à faire connaître au public les meilleures productions architecturales de notre pays, l'architecture suisse aspire à être un centre de ralliement pour tous ceux qui, dans la Suisse romande et peut-être dans d'autres pays de langue française, désirent une renaissance de l'art de bâtir. Sans doute elle n'ignorera pas l'activité des architectes de la Suisse allemande. Elle publiera leur œuvre, non dans l'idée que leurs collègues romans en imiteront servilement les formes ou les tendances, mais dans l'espoir qu'ils apprendront eux aussi, en considérant ces exemples, à utiliser les ressources de leur temps, à développer les traditions de leur sol et à rendre à l'art la place qu'il devrait occuper dans la vie. Mon invité d'aujourd'hui connaît bien ces revues d'architectes produites en Suisse au XIXe siècle puisqu'il leur a consacré sa thèse. Pour essayer de comprendre quels sont les différents enjeux que ces périodiques spécialisés lui ont permis de mettre au jour, je vous propose d'aller à sa rencontre. Bonjour Gilles Predon et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Alors, parmi d'autres choses, vous êtes maître assistant à la section d'histoire de l'art de la faculté des lettres de l'UNIL et vous avez soutenu une thèse en 2022 qui s'intitule « Les périodiques d'architectes en Suisse au XIXe siècle, page au pluriel d'histoire de la professionnalisation de l'architecture ». On vient d'entendre une partie de l'édito écrit par Camille Martin en 1912 dans le premier numéro de l'Architecture suisse. Et il me semble qu'on sent une tension entre deux types d'architecture ou de conception ou tendance, je ne sais pas comment il faudrait les appeler, de l'architecture qui s'affrontent dans ce texte. Qu'est-ce qui se joue précisément ici ? Alors, 1912, c'est la fin un peu de la période que j'ai étudiée pour ma thèse, mais c'était en fait aussi le point de départ. Peut-être juste pour le contexte, en fait, c'est une revue que j'avais étudiée pour mon mémoire de master. Et en fait, ces années autour de 1910, c'est vraiment l'apparition de ce que j'appelle le magazine moderne d'architecture, on reviendra peut-être là-dessus. Oui. Et puis, c'est un moment où justement, les architectes affirment leur singularité par rapport à leurs collègues, ingénieurs, etc. Et ça passe aussi par une forme d'affirmation d'un propos plus clair sur l'architecture. Et là, on est vraiment dans un moment aussi assez particulier où s'affronte en fait une conception entre guillemets ancienne, en tout cas assez construite comme ça par les acteurs de l'architecture, d'une architecture académique, historiciste, qui fait vraiment référence au style du passé, en fait, avant le 19e siècle. Et puis au début du 20e siècle apparaissent de nouvelles tendances qui veulent rompre avec justement le passé, s'en libérer. Alors pas complètement s'en détacher, mais qui cherche en fait à créer une architecture moderne qui ne soit pas enfermée dans ce passé-là. Et puis les revues, et ces revues qui se créent au début du XXe siècle, se font les porte-paroles de ces nouvelles tendances. Et là, c'est en particulier, il y a aussi une question de rapport en fait de styles internationaux. C'est-à-dire que Camille Martin fait référence à l'Allemagne, en fait, à des tendances qui sont venues d'Allemagne, dans un contexte roman qui est plutôt... qui se méfie, en fait, un peu de ce qui vient des pays germaniques, déjà, avant même la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a aussi un jeu, une sorte de tension d'identité culturelle qui est particulièrement forte en Suisse, au fait où ces questions d'attachement à l'ère francophone, germanophone, sont exacerbées un peu au début du XXe siècle. Et si on prend le cas de la Suisse romande à cette époque, est-ce qu'il y a un style d'architecture particulier qui émerge et qui serait un style roman à la croisée d'influences à la fois francophone et germanophone, par exemple ? Alors, la Suisse romande a une situation particulière parce qu'en fait, si on étudie l'histoire des architectes et de leur formation, on voit qu'ils sont très tournés vers l'Allemagne, malgré la barrière linguistique qui nous paraît peut-être aujourd'hui un peu insurmontable des fois. Mais en fait, il y a vraiment des passages vers la Suisse alémanique puis vers l'Allemagne qui sont extrêmement importants. Les élites se forment beaucoup dans les universités allemandes. C'est aussi le cas des architectes. Donc, il y a une connaissance de l'Allemagne qui est peut-être plus répandue en Suisse francophone qu'en France. Mais il y a évidemment un rattachement avec l'ère francophone et française. La Suisse romande est un peu dans l'orbite culturelle de Paris, ça c'est évident. Et puis il y a des questions d'identité qui se jouent là, de rattachement et de distinction par rapport aux alémaniques.
Mais on a des liens très forts de certains cantons aussi, en particulier, si on pense à Neuchâtel, qui a une histoire allemande, prussienne, jusqu'au milieu du 19e siècle, qui font qu'en fait, les modèles allemands circulent en Suisse, alors à travers la formation des architectes, ça c'est pas moi qui ai étudié, c'est Dave Luty, mais aussi par les revues. Et ça, c'était un peu le volet de ma recherche, c'était de montrer que les revues suisses, francophones également, facilitent la circulation des modèles qui venus d'ailleurs, disons venus de l'extérieur de la Suisse et en particulier d'Allemagne. Alors on va revenir peut-être plus tard ou tout au cours de l'entretien sur cette question de la circulation des modèles et des idées. En commençant cet entretien avec l'architecture suisse, on a pris en quelque sorte le problème à l'envers, puisque, comme vous l'avez vous-même dit, dans votre thèse, vous vous êtes intéressé à un corpus de revues qui sont parues entre 1835 et 1914. Et de ce fait, l'architecture suisse, qui est éditée entre 1912 et 1916, vous m'avez dit tout à l'heure, appartient aux revues qui paraissent à la toute fin de la période que vous avez étudiée. Alors, avant de revenir en arrière pour aborder le moment où commencent à apparaître ces revues d'architectes en Suisse, je vous propose qu'on remonte dans un passé un petit peu moins lointain, au moment où commence à émerger chez vous l'idée de travailler sur cet objet que sont ces revues d'architectes. Comment est-ce qu'en tant que jeune chercheur, vous en êtes venu à vous intéresser à ces revues ? Alors c'est assez intéressant, c'est une construction assez longue et un peu assez liée à mon parcours personnel. En fait, moi, avant de commencer l'Uni, j'ai fait une année à l'école d'art à Berne en design graphique. Et puis, je me suis rendu compte que le cursus académique m'intéressait plus, mais j'avais un intérêt pour l'imprimé, le graphisme, la typographie. Et puis, je crois que c'était en 2009, la bibliothèque de l'école polytechnique de Zurich a mis en ligne un corpus énorme de périodiques suisses, de tous les domaines, mais en particulier de revues de construction, de journaux, que ce soit génie civil et architecture. Et ça a été vraiment un peu une sorte de révélation pour moi. Tout d'un coup, j'avais accès directement aux sources. Puis on a fait un séminaire entre histoire de l'art et histoire, avec François Vallotton et Dave Luty, qui portait justement sur les revues d'architecture. Et moi, ça m'a vraiment un peu orienté là-dedans. Donc voilà, à la fois la conjugaison d'un goût personnel et puis une source qui paraissait formidable. Et alors, ça a été renouvelé par le numérique, mais ça, je me suis rendu compte après coup que en fait, ça s'inscrit dans une historiographie beaucoup plus longue, où en fait, les périodiques d'architectes ont été utilisés dès les années 1970, en fait, qui ont servi en fait la redécouverte de l'architecture du 19e siècle. C'est une source privilégiée pour comprendre cette période qui est assez complexe, de bouleversement des techniques sociales, politiques, etc. Et en fait, alors on a évidemment des archives d'architectes, mais l'imprimé qui apparaît justement au cours du 19e siècle, enfin, qui apparaît avant, mais qui subit des transformations profondes, apparaît comme une source privilégiée pour saisir cette architecture. Pas forcément seulement non plus les highlights, les grands monuments, etc., mais aussi une architecture peut-être plus quotidienne, qui a disparu aussi en partie, et puis qui permet aussi de saisir différents aspects de la pratique de l'architecture. Et ça, c'est aussi un point qui m'intéresse particulièrement. C'est pas seulement la construction, mais c'est qui construit. Quelles sont les conditions de production en fait de l'architecture. Oui, parce que d'ailleurs, dans votre thèse, vous parlez de revue d'architecte et pas de revue d'architecture, même si moi, j'ai tout le temps envie de dire revue d'architecture. C'est possible que je me trompe au cours de l'entretien. Ça m'arrive aussi. Ça vous arrive aussi. Et donc ça, c'est quand même pas anodin de faire ce choix-là. Ça met vraiment en lumière la question du métier plus que de l'architecture elle-même. Et je me demandais si dans le fond, c'était parce qu'on parlait pas tellement d'architecture dans ces revues. Ou est-ce que quand même on parle d'architecture, mais en fait c'est vous qui avez orienté sur le métier? Alors on parle d'architecture, mais peut-être pas autant qu'on pourrait se l'imaginer comme ça de l'extérieur. J'avoue que quand on commence à lire un peu dans le détail, c'est-à-dire de regarder dans la masse de ce qui est publié et qu'on cherche les articles sur l'architecture, j'étais presque un peu déçu des fois. Le propos est relativement... c'est un peu maigre des fois. Il n'y a pas beaucoup de discours sur l'architecture. On s'imagine des grandes envolées théoriques, des débats. Ça apparaît mais plus tard. Ça apparaît au XXe siècle. Au XIXe siècle, on est vraiment dans quelque chose d'assez descriptif. Mais par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit vraiment se construire... non pas les bâtiments, mais la profession elle-même. Et ça, c'était vraiment Alors, c'était un parti pris de mon travail, mais je pense qu'il y a une bonne entrée, en fait, dans ce type de source. C'est qu'en fait, plutôt que l'architecture, elle médiatise l'architecte.
voilà, comment l'architecte se représente lui-même, quelles sont les compétences qu'il veut mettre en avant, quels sont aussi les rapports qui s'instaurent entre architectes et d'autres professions. Ça, je l'ai peut-être je l'ai pas dit encore, c'est qu'une bonne partie des périodiques que j'ai étudiés ont été produits par des sociétés professionnelles, en particulier la Société des ingénieurs et architectes suisses, la SIA, qui est créée en 1837 et qui en fait accompagne ces publications. Donc cette presse, elle a explicitement en fait une fonction dans la profession, mais elle s'adresse évidemment en dehors. Hein. Elle n'est pas lue uniquement par des architectes, ni même que par des ingénieurs, mais des politiciens, des amateurs aussi parfois. Donc voilà, c'est là où on voit... Ouais, Non. Excusez-moi de vous avoir coupé. Parce que si on revient très concrètement, peut-être qu'on pourrait prendre un exemple. Mettons la première revue d'architectes publiée en Suisse, 1935, c'est ça ? 1935. 1935, ouais. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? La Zeitschrift für das gesamte Bauwesen. Voilà pourquoi je vous ai posé la question, ça m'évitait d'avoir à le dire. Elle est fondée en 1935, et donc par qui est-ce qu'elle est fondée et à quelle fin ? Alors ça, c'est un cas justement assez intéressant qui allait vraiment bien dans mon hypothèse de travail, hein, ce lien avec la profession. En fait, c'est une revue qui est créée par un architecte allemand, Karl Ferdinand von Ehrenberg, qui s'installe à Zurich dans les années 1830 et qui devient le premier professeur d'architecture de la nouvelle université de Zurich. Il n'y a pas d'école polytechnique à l'époque, mais il y a une université qui est créée en 1831, je crois. Et lui donne un cours de construction. Donc il a cet aspect, cette approche théorique aussi de sa pratique. Et puis, lui vient d'Allemagne, où apparaissent les premiers périodiques d'architectes à la fin du XVIIIe siècle déjà, qui sont les prémices de ces périodiques. Et puis, finalement, avec cette connaissance-là, il va implanter ça en Suisse en créant d'abord une revue, un périodique, qui est une revue mensuelle, qui entend justement réunir les architectes et ingénieurs suisses autour de leur profession, des professions qui sont en train de s'institutionnaliser, et puis pour favoriser les échanges scientifiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la revue est créée en 1835, et c'est seulement en 1837, donc 2 ans plus tard, que Ehrenberg va pousser les architectes et ingénieurs suisses à se réunir pour créer une société, qui sera la première SIA. Et c'est intéressant parce qu'on imagine toujours que ces périodiques qui sont finalement l'émanation de quelque chose d'autre qui préexisterait, une société, un groupe. Et en fait, non, c'est la revue qui crée le groupe, c'est la revue qui réunit et qui pousse les gens en fait à s'associer. Et ça, c'est un mécanisme qu'on connaît aussi dans l'histoire des périodiques plus généraux, hein, les revues culturelles. Autour d'une revue vont se réunir des individus qui partagent soit une profession, parfois un idéal, parfois que ce soit quelque chose de politique ou artistique. Mais la revue fédère le groupe et finalement le fait exister. Et est-ce que ça le légitimise aussi ? Alors ça, c'est un aspect assez particulier de la revue d'Ehrenberg. En fait, dans les années 1830, on est dans un contexte particulier en Suisse, on appelle la régénération. Et il y a toute une vague de révolution libérale dans les cantons suisses. Et puis la mise en place, en fait, de nouvelles formes de gouvernement cantonal qui vont mener à la Confédération de 1848. Et ça s'accompagne d'une modernisation de l'État et de ses infrastructures. Et là, en fait, les architectes et ingénieurs entendent avoir leur place dans cette réorganisation de l'État, de la construction de routes, la mise en place de réseaux de chemins de fer, la construction de bâtiments publics. Et donc, c'est une façon pour les architectes et ingénieurs de se placer finalement dans cette nouvelle société bourgeoise qui se met en place dans les années 1830. Et comment est-ce qu'ils se placent ? Enfin, quelles sont les compétences qu'ils mettent en avant pour faire valoir leur métier ? Alors ça, c'est peut-être aussi un aspect... les architectes existent de tout temps presque, en tout cas depuis l'Antiquité, comme un métier identifié, comme des individus. Mais il y a vraiment un renouvellement au XIXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que même si on a une pratique de l'architecture qui est antérieure, au début du XIXe, on va commencer à revendiquer une qualité scientifique. Et en fait, des compétences pratiques, c'est pas simplement qu'on connaît, les règles de proportion des bâtiments antiques et puis qu'on peut les reproduire, mais c'est surtout, et c'est de ça dont il est question dans cette revue de la Bauwesen, on a justement des compétences pratiques, des connaissances, des matériaux nouveaux parfois, l'asphalte ou des choses comme ça qui apparaissent dans ces années-là. Et puis, on discute en fait de problèmes de fondation, d'étanchéité, de systèmes, de canalisation, de chauffage, pas tellement d'esthétique en fait. Mais ça,
c'est une façon en fait aussi de revendiquer cet aspect très pratique et puis de dire, ben voilà, c'est eux les experts de la construction, c'est à eux qu'il faut s'adresser pour construire des bâtiments qui soient à la fois économiques et hygiéniques et pas à voilà, un entrepreneur quelconque ou un tailleur de pierre qui finalement en fait faisait avant, enfin dans les décennies, les siècles précédents, le gros de la construction. Parce que de quand datent les premières formations d'architectes en Suisse ? Alors les premières formations, justement, alors elles se mettent en place dans ces années 1830. Il y a ce cours qui est donné par Ehrenberg, qui apparemment n'a pas beaucoup de succès, et lui abandonne, parce qu'il a trop de travail aussi comme architecte. Et c'est seulement en fait en 1854 qu'on va créer l'école polytechnique fédérale de Zurich, sur le modèle d'autres universités allemandes du début du 19e siècle, où on a vraiment là une formation supérieure en architecture. Évidemment, la formation, elle se fait par le biais de l'apprentissage, et puis en grande partie dans les écoles étrangères. Mais ça, c'est aussi un autre aspect important pour l'architecture au 19e siècle, c'est cet aspect qui apparaît dans le sous-titre de ma thèse, c'est la question de la professionnalisation. Au 19e siècle, le métier d'architecte devient une profession moderne, si on veut. C'est une distinction un peu savante, si on veut, mais c'est tout un processus qu'on peut observer pour d'autres domaines, en particulier la médecine, qui est souvent un exemple qu'on prend. En fait, les médecins, le traitement des corps a toujours existé depuis l'Antiquité, mais le médecin moderne apparaît à la fin du 18e, au cours du 19e siècle aussi, à travers un certain nombre de marqueurs qui sont notamment la formation supérieure, donc la création de cursus académiques dans les universités, dans les écoles polytechniques, dans les hautes écoles. Un des critères, c'est aussi la constitution de sociétés professionnelles qui vont défendre en fait le statut des professionnels, qui vont aussi régler qui a accès en fait au titre et en fait à l'accès au marché, si on veut. Et puis les périodiques sont aussi dans ce processus très général de professionnalisation. Les périodiques sont un instrument et aussi un marqueur en fait de ce phénomène et qui permettent de faire circuler des idées, mais aussi d'asseoir ce statut professionnel. C'est un lieu de débat sur des questions de la profession. Est-ce qu'on doit créer des écoles ? Est-ce qu'on doit créer des écoles pour les entrepreneurs, pour les ouvriers ? Voilà, il faut les former aussi à une approche moderne de la construction. Il y a des débats sur le statut, sur les diplômes, Voilà, donc toutes ces questions professionnelles sont aussi traitées dans ces revues et c'est une de leurs fonctions de les partager en fait entre les différents acteurs de la construction en Suisse. Et ce qui est aussi intéressant avec ces revues, et c'est ce que vous montrez dans votre thèse, c'est qu'elles permettent d'aborder l'histoire de l'imprimé et de ses procédés, puisqu'il y a, comme on peut s'en douter, des évolutions techniques liées à l'imprimerie entre le début et la fin du 19e siècle. Concrètement, si on prend l'exemple de nouveau de cette première revue d'architectes, à quoi est-ce qu'elle ressemble matériellement ? Alors, c'est relativement peu impressionnant aussi, de nouveau, et ça je pense que voilà, on y a accès en ligne, ça j'invite les auditeurs et auditrices à si jamais aller voir les objets, oui, en tout cas en ligne. Oui, on mettra le lien ouais. pour accéder à ces revues. Mais en fait, ça se présente plutôt comme un livre, en fait, avec une partie textuelle assez importante, avec en fait une colonne de texte en fracture, cette écriture, cette typographie germanique qui n'est pas forcément toujours très lisible, donc vraiment quelque chose de très textuel, et puis des planches hors texte qui sont imprimées, reproduites en lithographie, donc quelque chose d'assez rudimentaire, si on veut. Et c'est seulement, en fait, à partir du milieu du 19e siècle, et puis le développement de nouvelles techniques de reproduction d'images en particulier, que ces objets imprimés vont se développer et puis vont pouvoir lier de manière beaucoup plus étroite le texte et l'image. Peut-être pour faire une petite aparté, c'est aussi un aspect que j'ai beaucoup étudié parce que je pense que les architectes, ils ont un besoin particulier en matière d'image. C'est-à-dire que c'est pas forcément toujours des grands théoriciens ou des grands écrivains. Par contre, c'est des dessinateurs, c'est des concepteurs qui s'expriment à travers les plans d'architecture, les coupes, etc. Ces documents, en fait, qui sont propres à cette profession. Et donc, c'est un enjeu pour eux d'avoir accès à l'image, de pouvoir la partager avec leurs collègues, avec leurs clients potentiels. Et en fait, on voit au cours cette première phase, en fait, depuis les années 1830, que les architectes insistent pour publier des périodiques illustrés et qu'ils ont énormément de peine parce que ça coûte extrêmement cher. Quand il faut payer un graveur ou même un lithographe qui doit reproduire en fait un dessin sur un support particulier, que ce soit une plaque métallique dans le cas de la gravure ou sur une pierre lithographique, ça demande un savoir-faire, ça demande un matériel particulier, des compétences particulières qui se monnaient. Et puis en fait, avec le développement des techniques de reproduction
qu'on dit photomécanique, qui utilisent aussi la photographie pour reproduire des images et de les mettre à l'échelle, en fait, sur d'autres supports, on va voir se développer beaucoup plus d'images dans les périodiques, notamment helvétiques, et finalement une transformation de ces objets qui étaient finalement, qui étaient soit plus proches du livre ou plus proches du recueil de gravures, si on veut, et puis qui, à partir des années 1870-1880, vont pouvoir vraiment marier les deux, avec des illustrations qui vont venir dans le texte, des planches illustrées qui vont se multiplier, parfois en couleur, parfois des planches photographiques aussi, et qui vont vraiment transformer le médium. Et vous m'aviez parlé, en préparant l'entretien, d'André Lambert. Enfin, vous avez fait plus que m'en parler, puisque vous m'avez montré des très belles planches réalisées par Lambert, qui est un architecte neuchâtelois qui s'est installé à Stuttgart. Il opte pour l'illustration à un moment où la photographie existe déjà. Pourquoi est-ce qu'il va plutôt du côté de l'illustration ? Alors lui, c'est un cas assez intéressant, justement, qui a visiblement un talent de dessinateur particulier, et puis qui va... Finalement, au moment où, dans les années 1880, où on va commencer à imprimer de la photographie, on voit que subsistent les techniques plutôt proches de la lithographie, ou en tout cas qui conservent le dessin. Et en fait, ça, c'est probablement parce que le dessin véhicule en fait des informations un peu différentes qu'une photo. Et puis, c'est aussi un savoir-faire de l'architecte qui peut, à travers le dessin, mettre en lumière des aspects de sa construction qu'on ne verrait pas sur une photographie. Et aussi, peut-être, les rendre plus attrayantes. Ça, c'est le cas de André Lambert, architecte suisse, mais installé à Stuttgart, qui publie à Stuttgart différents recueils, et notamment des très belles planches en couleur. Et où là, on sent que c'est cette planche couleur qui est très... à la fois qui a un caractère pittoresque, il y a des petits personnages, mais il y a un caractère séducteur qui permet aussi peut-être d'attirer des clients potentiels. Donc il y a un vrai pouvoir attractif de ces images. Et ça, on voit qu'en fait, ces publications qui apparaissent dans ces années-là, elles montrent que s'élargit en fait l'audience de ces périodiques, qui étaient des revues professionnelles, en fait, assez sérieuses au début du 19e siècle. Et là, on sent, alors, on n'a pas forcément la connaissance par les sources, mais on sent qu'on s'adresse à un public plus large, ou en tout cas que l'image peut être utilisée de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'elle peut être publiée une première fois dans un recueil qui s'adresse à des professionnels, mais on peut tout à fait imaginer que les architectes ensuite les découpent, les prennent, les montrent à leurs clients. Le fait d'être publié, c'est évidemment toujours assez prestigieux. Donc on peut faire valoir cette distinction-là par la publication pour se faire valoir auprès de clients, par exemple. Parce qu'on n'a pas encore parlé de qui étaient les architectes qui publiaient au sein de ces revues. Est-ce qu'on trouve des grands noms de l'architecture, par exemple ? Alors ça, c'est peut-être aussi l'aspect qui est un peu contre-intuitif. On imagine qu'en lisant les revues, on va avoir une histoire de l'architecture et de ces grands architectes, ces grands monuments. Et en fait, on découvre une histoire un peu différente, avec des architectes qu'on a peut-être oubliés aujourd'hui. L'accès en fait à la publication est un peu mystérieuse des fois, mais ça j'ai essayé de retracer en fait finalement qui publie et pourquoi. Et on voit certains personnages, notamment un architecte zurichois qui s'appelle Jacques Gros, qui est intéressant parce que lui n'a pas de formation académique connue, mais par contre c'est un excellent dessinateur. Et on voit qu'il publie beaucoup, il fait publier ses œuvres en Suisse, en Allemagne, dans différents recueils. Et probablement que cette masse de publications lui permet de se faire connaître auprès d'une clientèle, auprès de ses collègues aussi, et de compenser peut-être son manque de légitimité académique. Et donc la publication a véritablement un caractère promotionnel, à la fois individuel, certains acteurs qui, parce qu'ils connaissent peut-être des membres du comité de publication, ou bien parce qu'ils ont un talent particulier de dessinateur, vont pouvoir accéder à la notoriété à travers l'imprimé. Donc les grands noms, en fait, n'ont pas besoin de publier dans ces revues parce qu'ils ont déjà suffisamment de notoriété, justement. Voilà. Et puis, parfois, souvent, ils ont aussi d'autres biais, la publication de recueils de planches, d'ouvrages. Et puis ça, c'est aussi un aspect, en fait, qu'on voit aussi à travers les périodiques suisses, c'est qu'il y a certains architectes un peu stars de l'époque, qui apparaissent pas. Probablement parce qu'ils sont publiés ailleurs, ils sont publiés à l'étranger. Et puis, on sait que, du coup, les architectes suisses lisent beaucoup les revues étrangères. Et donc, il y a des choses qui apparaissent pas dans nos revues helvétiques parce qu'elles sont publiées ailleurs. Il y a vraiment l'idée de publications complémentaires, de publications sous forme de livres, qui rendent finalement inutile une publication de revue. Et donc, il faut tenir compte de ça quand on travaille. Pas se dire que ces périodiques sont une sorte de
voilà, de miroir de la construction. C'est qu'il y a vraiment toujours un travail de sélection, un travail de... Ouais, des stratégies aussi qui se mettent en place à travers l'imprimé, qu'il faut essayer de décoder, en tout cas dont il faut tenir compte. Au sein de ces revues, il y a aussi beaucoup de publicité et pour aborder cette question de la publicité, vous avez sélectionné un extrait de l'édito du premier bulletin technique de la Suisse romande qui paraît en 1900. Par qui a été fondé ce bulletin et à quelle fin? Alors, le bulletin technique de la Suisse romande, c'est devenu le principal, justement, organe de la SIA en Suisse romande, comme son nom l'indique. En fait, il est recréé en 1900 à partir d'une revue vaudoise, le bulletin de la Société vaudoise des ingénieurs et architectes, qui est en fait voilà, la section locale, hein, si on veut, pour faire simple, de la SIA dans le canton de Vaud. Et c'est le périodique de langue française qui a le plus de succès, qui préexiste, qui existe encore en fait aujourd'hui, qui a changé un peu de titre, mais voilà. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Tracé maintenant. Je crois qu'ils ont gardé le nom bulletin technique dans leur sous-titre ou quelque chose comme ça. Donc il y a une filiation en tout cas qui est revendiquée maintenant. Et donc cette revue qui est créée en 1900 à Genève, puis après qui revient à Lausanne, hein, elle est intéressante parce qu'elle est l'équivalent, si on veut, roman d'un périodique qui existe déjà dans les années 1880 à Zurich, la Schweizerische Bauzeitung. Et c'est le représentant d'un type assez hybride justement que moi j'ai appelé le journal de la construction, qui est un périodique assez complexe. C'est des hebdomadaires. Donc voilà, qui dit parution hebdomadaire dit des contraintes en fait assez différentes d'un mensuel, voire d'une revue qui paraît encore moins régulièrement. Et puis c'est justement un support qui est assez mixte, où on a énormément de niveaux d'information. On a des annonces, là comme vous l'avez mentionné, on a des articles caractère scientifique, on a des brèves, on a des comptes rendus de lecture, notamment de revues étrangères, on a beaucoup d'images, on a aussi la publication de concours d'architecture, qui est un outil très important pour la profession d'architecte, qui se met en place justement dans les années 1870, qui s'institutionnalise une nouvelle fois, qui devient en fait un contenu important pour les périodiques. Parce que ça permet aux architectes de montrer ce qu'ils font? Exactement. Ça permet à la fois aux architectes de se faire connaître à travers... En fait, les concours, donc c'est des concours d'architecture, ils sont organisés souvent par les pouvoirs publics pour la construction de bâtiments publics, en particulier les écoles, mais ça peut être tout type de bâtiments, et puis qui lancent un appel aux architectes, souvent suisses, qui doivent soumettre des projets. Ensuite, un jury de professionnels va classer ces différents concurrents. Et puis, ils vont recevoir des primes. Et puis, en principe, le premier prix devrait construire le bâtiment, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça, c'est peut-être une autre histoire. Mais on a vraiment un mécanisme comme ça de distinction de certains architectes. C'est quelque chose qui existait avant les périodiques, mais qui a une importance particulière pour l'édition parce que, en fait, à travers la revue, ces projets peuvent être connus d'un public plus large. Ça veut dire que tous les projets sont publiés, même ceux qui n'ont pas gagné? Exact. Alors pas tous, mais souvent, la plupart des projets primés sont publiés. À partir du moment aussi, on a les moyens techniques. Et ça permet à des architectes, justement, qui n'auraient peut-être pas gagné forcément le premier prix, de se faire connaître à travers un projet qui avait de certaines qualités et qui peut être apprécié de ses collègues. Ça permet aussi de se faire connaître à l'étranger, parce que les concours sont très scrutés aussi par des architectes étrangers, dont des Allemands qui concourent en Suisse en particulier. Et donc on a vraiment ici les revues servent de caisse de résonance à ces concours. Et puis ils sont probablement importants aussi parce qu'on voit les nouvelles tendances en fait. On voit à travers les choix du jury, mais aussi les propositions des collègues, on voit les styles qui se mettent en place, des solutions pratiques, des questions de distribution, de plans, alors ça c'est important, mais aussi les tendances du moment. Et donc c'est une sorte d'actualité de l'architecture qui est très importante et qui est le contenu majeur en fait pour ces années, la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, où c'est surtout des concours qu'on publie parce que on a accès vraiment à cette image et à cette l'architecture en train de se faire, qui n'est même pas forcément toujours construite, mais en tout cas, ou qui est construite souvent bien des années plus tard. Mais là, on a vraiment accès à l'actualité, si on veut. Et vous le disiez, ces revues, elles ont un coût quand elles sont illustrées notamment. Et donc, ce coût est en partie financé par la publicité. Exactement. Ça, c'est un point que j'ai essayé d'aborder. On n'a
pratiquement pas de sources en fait sur ces revues, hein. Ça, c'est important de le dire, donc on ne sait pas exactement quelles sont les relations, comment est-ce que les revues se financent. Et moi, en fait, toutes les informations, je les ai prises des revues elles-mêmes, hein, des périodiques eux-mêmes. Et en fait, on voit que avec l'avènement de la publicité, dans les années 1870, on voit que ces publicités, en fait, financent la partie éditoriale et notamment les images. Et en fait, on peut vraiment corréler le nombre de pages de publicité qui se multiplient, hein. Ça devient énorme, hein, ça devient presque la moitié du contenu, c'est des pages d'annonces. Ça permet de financer l'image qui, elle aussi, prend de l'ampleur et puis prend une place de plus en plus importante. Et donc, ce lien entre publicité et illustration, c'est le modèle économique de la presse moderne, ce qu'on appelle le double marché. Le journal est vendu 2 fois, hein. Il est vendu une fois aux annonceurs, d'abord. Ensuite, il est vendu aux abonnés ou aux lecteurs. Et donc, on voit aussi cette publicité, elle témoigne de l'apparition d'un marché de la construction plus vaste, hein, de quelque chose où on a des fournisseurs de matériaux, des fournisseurs d'équipements, je sais pas, de cuvettes de toilettes, de zinc, de tuyaux de canalisation, des choses comme ça, qui ont besoin d'avoir accès à un public de professionnels et qui vont payer des annonces qui finalement font vivre l'organe de ces sociétés professionnelles. Et ce modèle économique qui s'instaure, que vous nous décrivez, on en a la trace notamment dans l'édito du premier bulletin technique de la Suisse romande qui paraît en 1900, comme je le mentionnais tout à l'heure. Et je vous propose de nous en lire un extrait. Volontiers. Notre bulletin, accueilli et soutenu par la Société suisse des ingénieurs et architectes, s'apprête à devenir un périodique moderne et important. Les tons ont changé, en effet. Les ingénieurs ont moins le temps d'écrire. À peine quelques rêveurs s'imaginent-ils encore avoir le droit et le devoir d'épiloguer pour en faire jaillir des idées sur les faits dont la succession rapide nous étourdit. Et si quelques naïfs écrivent encore, qui donc est encore assez bon pour les lire, pour peu qu'ils soient prolixes ? On demande aujourd'hui des données succinctes, une information rapide, des images nombreuses, et tout cela pour peu de choses. À la réclame de faire les frais de l'entreprise, car les frais augmentent et notre positivisme fin de siècle n'admet plus guère qu'on travaille pour rien. Même les rêveurs n'écrivent plus volontiers pour la gloire, sous peine de passer pour arriérés. Notre pauvre bulletin a donc eu sa crise, la copie n'arrivant plus parce qu'il ne savait pas la payer, et les fonctions de rédacteur étaient devenues celles d'un rabatteur sans cesse trahi par ses chasseurs, car ce que l'on vous oblige à promettre, il est difficile de le donner volontiers et ponctuellement. D'autre part, nos 8 numéros clairsemés à travers l'année n'assuraient pas une clientèle fructueuse à nos annonces, et il était devenu indispensable de paraître à jour fixe pour pouvoir vivre. Ce que je trouve frappant dans l'extrait que vous venez de lire, c'est qu'on a presque l'impression qu'on nous parle de la situation contemporaine de la presse avec cette idée d'information rapide et d'images très nombreuses. Pourtant, ça a été écrit en 1900, on l'a déjà dit. Qui est l'auteur de cet édito et de quoi est-ce que cet édito témoigne ? Ici, c'est le Edouard Elskes, qui est le président de la Société vaudoise des ingénieurs et architectes, qui passe le témoin au futur rédacteur qui est genevois, qui s'appelle Imer Schneider. Et puis en fait, il fait le bilan un peu sur les publications qui ont été faites jusqu'à présent en Suisse romande. Et puis il témoigne de l'évolution rapide de ce support, avec ses différents niveaux d'information, l'apparition de l'image, la pression, en fait, le besoin de publier de l'image, cette pression aussi économique, avec la réclame, qui est plus loin dans le texte, qui est même personnifiée, on dit dame réclame, etc. Donc on voit qu'il y a vraiment un marché. Alors, je parlais avant de marché de la construction qui se met en place, mais il y a aussi un marché éditorial. À la fin, cette fin du 19e siècle, on voit apparaître d'autres publications, d'autres périodiques, qui sont plus forcément liés à des sociétés professionnelles, qui avaient finalement, qui avaient ce besoin urgent de publier, et puis peut-être des moyens plus importants. Tout d'un coup, on a d'autres journaux qui apparaissent, qui se nourrissent de cette manne publicitaire, de ces annonces, et puis qui font apparaître en fait un marché de l'édition d'architecture et de construction également. Donc on a une concurrence qui va se mettre en place entre différents journaux, ou en tout cas parfois aussi une complémentarité entre des titres qui sont justement peut-être plus légitimes, comme ces bulletins le bulletin technique ou ces revues de la SIA, et puis des journaux qui ont un statut un peu intermédiaire entre le recueil d'annonces et puis le journal, et puis qui essaie de s'emparer aussi d'un marché des annonces. Donc on voit que ça devient un objet assez complexe et qu'il faut donc des compétences tout à fait particulières pour publier ces revues.
Et c'est ce que vous avez montré, enfin c'est ce que votre thèse met en évidence. C'est une figure d'un architecte publiciste, c'est comme ça que vous l'avez appelé. Est-ce qu'il s'appelait comme ça eux-mêmes? Non, alors ça c'est moi qui ai inventé un peu le terme pour mettre en évidence ces personnages qui sont les acteurs premiers, qui sont les initiateurs de ces différentes publications, qui apparaissent alors dès les premières revues. En fait, on voit que ceux qui publient, et je parlais avant de Karl Ferdinand von Ehrenberg par exemple, ils ont des compétences spéciales. Ils ont un profil aussi particulier que n'ont pas forcément tous leurs collègues. Et en fait, pour publier une revue, ça demande pas mal de choses. Il faut savoir rédiger, il faut avoir une plume relativement alerte, il faut savoir réagir, il faut savoir produire. Il faut aussi avoir des compétences aussi en matière d'image. Tous ne les ont pas forcément, mais on parlait par exemple avant de André Lambert, qui doit maîtriser en tout cas, alors c'est pas lui qui fait les reproductions de ces images, mais il doit pouvoir discuter avec l'imprimeur, avec le lithographe, pour pouvoir discuter de l'objet imprimé. On voit aussi d'autres architectes qui sont liés à des publications qui sont intéressés par la photographie. Donc on a vraiment ces compétences en matière d'image, en matière de texte. Et puis il faut aussi une sorte de compétence sociale, si on veut, de sociabilité pour faire vivre en fait un organe. Il faut contacter des auteurs, il faut s'assurer que les textes arrivent à temps pour la parution. Donc il y a vraiment tout un travail associatif même derrière, qui fait qu'en fait c'est pas réservé pour tout le monde, et puis que souvent ces entreprises éditoriales, elles sont liées à un individu particulier, évidemment entouré d'autres gens, mais voilà, il y a souvent des personnages centraux qui, quand ils partent ou quand ils décèdent prématurément, comme c'est le cas d'Ehrenberg, la revue s'arrête. Cette revue du début du 19e siècle, à la mort d'Ehrenberg, il y a encore 1 ou 2 numéros qu'il avait probablement préparés, et puis elle disparaît parce qu'on n'a plus cet animateur du périodique. Et donc, pour bien comprendre, ces architectes publicistes, ils abandonnent leur métier d'architecte et ils se professionnalisent en tant qu'éditeurs. Oui, en fait, ça c'est à partir de 1900 à peu près, on voit vraiment que la publication de revues devient une spécialisation. On sait que les architectes au cours du 19e siècle se spécialisent. Il y en a tout d'un coup qui... Au début, c'est un peu des généralistes, et puis tout d'un coup, certains se spécialisent dans la construction d'hôtels ou d'hôpitaux ou de la restauration de monuments historiques. Et moi, je postule que la publication devient une spécialité au sein du champ de l'architecture, avec des gens finalement qui ne construisent plus, mais qui sont vraiment entièrement dédiés à cette médiatisation de l'architecture et au fait de rendre public, à travers l'imprimé, mais aussi à travers des expositions, à travers des conférences parfois qu'ils donnent. Donc vraiment, qui deviennent les porte-voix, si on veut, de la profession. C'est un peu les médiateurs culturels de l'époque. Exactement. Et ces magazines d'architectes, est-ce qu'ils continuent à mettre en valeur des compétences très techniques de construction, comme c'était le cas des premières publications dans les années 1830, ou est-ce qu'on voit émerger peut-être une figure un peu différente, des compétences différentes? C'est ça qu'on évoquait avant par rapport à l'architecture suisse, c'est qu'au début du XXe siècle, il y a une autre étape qui est importante et qui est pour ces publications. Je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais en fait, jusqu'à présent, c'est toujours des choses qui sont très polytechniques, c'est-à-dire qu'elles sont communes aux ingénieurs civils, et aux architectes. Et à partir de 1900, vraiment, l'architecture va s'autonomiser avec la création à la fois de revues qui soient seulement tournées vers l'architecture, et puis la création d'une deuxième société professionnelle, le Bund Schweizer Architekten, ou la Fédération des architectes suisses, qui est vraiment, comme son nom l'indique, qui est réservée aux architectes. Et ce qu'on voit, c'est que cette société, et puis les publications qui sont liées, adopte un profil différent, c'est-à-dire on ne fait plus valoir vraiment le caractère pratique de la construction, mais plutôt sur la dimension artistique de l'architecture. Et c'est là qu'on va avoir des textes qui sont beaucoup plus critiques, alors critiques dans le sens critique d'art, qui sont beaucoup plus travaillés, souvent signés par des lettreux, des historiens de l'art en particulier, qui font de la critique d'architecture sans être architectes eux-mêmes, évidemment. Et puis, justement, une forme de publication qui est beaucoup plus inspirée des revues d'art, avec une grande attention apportée à l'image et puis à la qualité des textes. Donc, le mot-clé, c'est vraiment cette histoire de qualité, c'est-à-dire la qualité de la publication, elle se transfère aux œuvres qui sont publiées. Et c'est vraiment cette idée un peu peut-être pas élitiste, mais en tout cas l'idée d'une qualité supérieure est vraiment propre à ce début du XXe siècle. Et puis finalement,
c'est perpétué presque jusqu'à aujourd'hui. Hein. En fait, les revues, elles parlent pas du tout venant, mais elles parlent d'œuvres exceptionnelles, pas forcément exceptionnelles, mais voilà, qui méritent d'être distinguées pour des qualités particulières. Et la conséquence de la valorisation des compétences artistiques, ou qu'on peut considérer comme artistiques des architectes, c'est que certains architectes ont été oubliés par l'histoire, vous me le disiez, justement parce que leurs compétences ne correspondent pas à celles qui sont mises en avant par ces magazines du début du XXe siècle. Oui, ça c'est aussi quelque chose qu'on voit quand on travaille, alors pas sur les périodiques, mais aussi sur les carrières d'architectes de manière plus générale. À partir de 1900, on voit apparaître des pairs d'architectes qui sont souvent des architectes associés au sein d'un même bureau. Et souvent, on a un architecte qui est plus en charge des questions artistiques, qui est plus l'artiste du duo, et puis un autre qui est chargé plutôt des questions pratiques, des relations commerciales avec les clients, de la surveillance des chantiers, donc vraiment quelque chose, peut-être plus de terrain. Et puis on a vraiment cette dissociation entre l'architecte artiste et puis l'architecte pratique. Et ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est qu'en fait, cette figure de l'architecte artiste, elle est un peu consacrée par ces nouvelles publications, que j'ai appelées des magazines d'architectes, magazines vraiment au sens des magazines illustrés qu'on a maintenant pour la place prépondérante de l'image. Et ces magazines-là mettent en valeur la figure, justement, une figure assez stéréotypée de l'architecte, artiste, mais qui est à la fois très compétent. Ça, il perd jamais ses compétences, il peut construire en béton armé, mais avec cette touche particulière. Et en fait, qui définit l'archétype de l'architecte, qui est l'image qu'on en a aujourd'hui. Un peu le cliché de l'architecte est construit à travers ses publications. Et puis, ce qu'il faut peut-être pas oublier, c'est qu'en fait, la profession, elle recouvre toutes sortes de profils différents. Il y a des employés architectes, il y a des architectes qui sont beaucoup plus dans la pratique, dans la dimension commerciale, des architectes qui produisent pas du tout des beaux bâtiments publics, mais qui font des immeubles en série de manière un peu spéculative. Il y a vraiment toutes sortes de profils, mais qui ont été peut-être un peu occultés par cette image très idéalisée de l'architecte qui marche un peu sur ses deux jambes, à la fois des compétences techniques et puis des compétences artistiques. Et c'est peut-être ça, c'était un peu un des éléments de conclusion, si on veut, aussi de mon travail. C'est pour ça que je me suis arrêté dans ces années 1910. L'histoire continue, c'est très important, les périodiques au XXe siècle. Je me suis arrêté là parce qu'en fait, on atteint un peu une sorte de seuil où à la fois se fixe l'image de l'architecte moderne et celui de la revue moderne d'architectes. Il va donc falloir continuer à travailler. Non, ça a déjà été un peu fait, mais je pense que oui, il reste encore beaucoup de choses à faire. Et puis, le semestre prochain, je vais donner un séminaire où on va travailler avec les étudiants sur ce matériau-là. Donc oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. On vous souhaite plein de belles découvertes avec vos étudiants dans ce séminaire. Merci beaucoup, Gilles Predon, pour le temps accordé. Merci à vous, c'était un plaisir. Avec plaisir et à bientôt. À bientôt. Merci à Gilles Predon, maître assistant à la section d'Histoire de l'Art de la Faculté des Lettres de l'UNIL pour sa disponibilité, et merci à vous d'avoir écouté cet entretien. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast avec une chercheuse ou un chercheur de la Faculté des Lettres de l'UNIL. Salut!